Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Cappuccino et Croissant. Je suis ravie de vous retrouver pour un moment où on va dépioter ensemble les facettes parfois lumineuses, parfois carrément flippantes de la technologie moderne. On sait à quel point la tech évolue vite, un peu comme si elle avait avalé 3 expressos et qu'elle nous dépassait à la vitesse du son. Derrière les écrans super fins et les applis toujours plus intuitives, se cachent pourtant des enjeux costauds. La confidentialité devient un mythe, les clichés culturels nous bercent ou nous effraient, et notre belle planète n'apprécie pas toujours la surchauffe numérique que nous lui imposons. J'ai prévu de passer en revue plusieurs sujets qui me semblent cruciaux. Je commencerai par le CES 2025, cette grande messe de l'innovation où tout le monde veut briller comme une boule à facettes. Ensuite, on parlera du big data parce qu'en 2025, je crois qu'on n'est plus très loin d'une dictature des algorithmes. Et on enchaînera avec la présentation du hacking dans la pop culture, un thème qui me fascine, entre fantasmes de super-héros solitaires et réalité parfois moins sexy. Et pour finir, j'aborderai les conséquences environnementales de la culture numérique, histoire de rappeler qu'un smartphone flambant neuf a souvent un coût écologique caché. Mon objectif est d'allier un brin de sarcasme, de la bienveillance et un solide bagage de faits concrets pour qu'on puisse réfléchir ensemble. J'espère que vous êtes prêts car on plonge tout de suite dans la première grosse thématique, l'hyperconnectivité telle qu'on l'a vue au CES 2025. Quand j'ai mis les pieds, virtuellement je précise, dans cet événement planétaire qui est le CES 2025 à Las Vegas, j'ai eu l'impression d'assister à un défilé de mode où chaque gadget tech cherchait à être plus branché et plus tape à l'œil que le précédent. Selon le New York Post, l'intelligence artificielle était la grande star de cette édition, omniprésente dans presque tous les stands. Samsung a dégainé Home AI, un écosystème qui se propose de synchroniser tous nos appareils domestiques. Imaginez un monde où le frigo discute avec le lave-linge et où le four négocie un meilleur moment pour cuire votre pizza pendant que la clim s'adapte à vos préférences. Ça fait rêver ou ça fait peur selon votre niveau de paranoïa. Et quand on découvre que tout ça repose sur des algorithmes qui en savent déjà un rayon sur nos habitudes, on se dit qu'on vient peut-être de signer pour une intimité à durée déterminée. Pour donner la réplique, Within a présenté Omnia, un miroir de salle de bain d'un nouveau genre. Là, on parle d'analyse de santé poussée, comme si vous aviez un mini labo chez vous. Le matin, en vous brossant les dents, le miroir pourrait potentiellement vous dire qu'il est temps de manger plus de légumes ou qu'il vaudrait mieux zapper l'apéro de la veille. On frôle la médecine préventive à domicile et je ne doute pas que ça puisse rendre de fiers services. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part un data center recense le nombre exact de croissants que j'ai ingurgité cette semaine. Les frontières entre bien-être et intrusion se troublent. Parmi les innovations qui ont secoué CES 2025, il y a eu ces fameuses machines émotionnelles Mirumi et Jenny, le chien robot thérapeutique de Tombow, qui sont conçus pour interagir avec nous de façon sensible, quasiment empathique. Le New York Post insiste sur leur impact potentiel pour la santé mentale des utilisateurs. J'ai moi-même trouvé l'idée attendrissante, surtout pour les personnes isolées. Malgré tout, je reste un peu sceptique à l'idée de confier mes épanchements sentimentaux à un robot. Je me demande si on ne va pas se retrouver dans une société où dire je t'aime à un compagnon métallique sera considéré comme la norme. L'humain a besoin de contact humain et j'ai peur qu'on nous vende un palliatif brillant. Sur le segment de l'immersion et de la réalité virtuelle, Diaro AS mentionne Tax 8 de BH Apic, un gilet qui pousse l'expérience gaming à un niveau presque troublant. Vous ressentez physiquement les impacts, les vibrations et les chocs. Génial, me direz-vous, pour ceux qui veulent ajouter du réalisme à leur session de jeu. Les frontières entre réel et virtuel se floutent encore plus et on peut imaginer un monde où le divertissement devient plus addictif que jamais. Je vois venir les gens faire leur footing en VR, ressentir la brise sur leur nuque et oublier complètement l'existence du vrai trottoir à l'extérieur. C'est excitant, mais c'est aussi potentiellement le début d'une dépendance encore plus forte à la technologie. La gestion de l'énergie a également été mise en avant, comme le souligne JDN. Des systèmes intelligents promettent une répartition optimale des ressources, un usage plus durable, bref, un discours qui se veut éco-friendly. C'est vrai qu'avec les questions écologiques qui nous talonnent, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de verdir leur image. On a vu de nouveaux appareils électroménagers adaptifs qui s'adaptent à notre consommation pour éviter le gâchis. Je ne crache pas dessus, au contraire, c'est un pas dans la bonne direction, mais j'essaie quand même de distinguer la sincérité de la simple stratégie marketing. On déploie un concept green, mais en parallèle, on lance tout un tas de produits connectés qui nécessitent eux-mêmes des composants rares. L'ambivalence est là.
Au rayon des gadgets plus lifestyle, on a découvert des télévisions waterproof, des écouteurs anti-bruit plus performants et des ustensiles de cuisine intelligents. Ce qui me fascine, c'est à quel point on tente de rendre la technologie invisible, intégrée dans nos routines quotidiennes. C'est un confort certain, j'en conviens, et puis on n'a pas toujours envie de réfléchir à la manière dont la lampe connectée traque nos heures de sommeil. Pourtant, c'est le revers de la médaille. Il y a un côté sournois dans cette hyperconnectivité, où tout se fond dans notre environnement pour mieux nous observer. Globalement, ce CES 2025 reste un événement phare pour l'économie. Les investisseurs y vont pour flairer la prochaine licorne et on sait à quel point les annonces ont un impact sur la bourse et sur les stratégies d'investissement. Socialement, il y a une promesse de technologie accessible à tous, qui cherche à simplifier la vie, voire à la prolonger en bonne santé. Mais derrière se posent des questions d'inégalité. Est-ce qu'une famille avec un revenu modeste peut vraiment se permettre ce miroir intelligent ou un robot émotionnel? N'y a-t-il pas un fossé qui va se creuser davantage entre ceux qui ont les moyens de s'offrir ces solutions et les autres? Sur le plan critique, je relève aussi la présence d'effets d'annonce parfois exagérés. Certaines innovations disparaissent du marché sitôt la saison du salon terminée. On nous vend un rêve, on nous fait saliver et l'année suivante c'est déjà obsolète. Le rythme est effarant et la question demeure, est-ce qu'on innove pour répondre à des besoins concrets ou juste pour créer le prochain produit à la mode? Passons à un sujet qui me tient à cœur, la confidentialité, ou devrais-je dire l'illusion de la confidentialité. Nous vivons dans un monde où chaque objet connecté, chaque réseau social, chaque application récolte nos données. C'est tellement répandu qu'on ne s'en rend même plus compte. Le vrai problème, c'est qu'on est devenu à accepter ce troc. On cède nos informations privées en échange de la facilité. On adore que l'appli de livraison nous rappelle nos plats préférés. On veut que notre boutique en ligne sache déjà qu'on fait du M en taille de t-shirt. On applaudit la prédiction en temps réel de nos trajets. Sauf qu'en arrière-plan, les scandales se multiplient. Des compagnies se font pincer la main dans le sac, collectant plus de données qu'elles ne déclarent, voire revendant ces infos à qui veut payer. Psychologiquement, c'est assez fascinant. On sait que nos faits et gestes sont pistés, mais on continue joyeusement parce qu'on a la flemme de se compliquer la vie. On se dit qu'on n'a rien à cacher, une phrase que je trouve d'une naïveté consternante. Le simple fait de tout tracer engendre une forme de stress latent, même si on ne s'en rend pas compte. On surveille parfois inconsciemment nos recherches, nos interactions, de peur qu'elles soient mal interprétées et réutilisées. La commodité devient alors l'excuse parfaite pour faire passer la pilule. Sur le plan économique, le big data est un marché colossal de plusieurs milliards de dollars. Les données sont le nouveau pétrole, une source inestimable pour les entreprises qui peuvent affiner leur stratégie marketing, modéliser nos comportements et éventuellement manipuler nos choix. Les géants du numérique s'en frottent les mains, car plus ils accumulent d'infos, plus leur pouvoir grandit. Les lois comme le RGPD en Europe ou les régulations aux États-Unis et en Chine tentent d'encadrer tout ça. Ça ressemble parfois à un jeu de chat et de la souris où la législation court toujours après des entreprises qui trouvent la parade pour contrecarrer ou contourner les règles. Politiquement, on a déjà des signes concrets de ce que ça peut faire à un État qui collecte des données de sa population sans limite. Dans certains pays, le crédit social et la surveillance à grande échelle ne sont pas de la science-fiction. Dans d'autres contrées, on parle d'installer des caméras intelligentes capables de détecter les comportements suspects. On bascule rapidement dans l'idée d'une société de contrôle. J'entends certains dire que c'est le prix à payer pour la sécurité, mais cette logique peut glisser vers quelque chose de très inquiétant, une normalisation de la surveillance, un consentement par lassitude ou par sentiment d'impuissance. La question éthique se pose. Voulons-nous vraiment une société où tout est mesuré, quantifié, analysé? Est-ce qu'on accepte de perdre une part de spontanéité pour profiter des bienfaits technologiques? Il y a probablement une voie médiane, un équilibre à trouver, mais j'ai l'impression que la balance penche plus du côté de la surveillance. Peut-être peut-on militer pour plus de transparence, exiger des garanties sur la manière dont nos données sont utilisées et pousser les entreprises à innover autrement. C'est un défi de taille et ça demande une mobilisation collective. Il faudra qu'on se pose la question de ce qu'on est prêt à sacrifier et de ce qu'on refuse catégoriquement de céder. Parlons maintenant du hacking, ce sujet ultra populaire dans les films et les séries. Je repense à Mr. Robot, Matrix ou encore Black Hat, qui nous présentent souvent un cœur brillant, solitaire, parfois torturé, capable d'exploiter les failles d'un système gigantesque en quelques frappes du clavier. C'est une représentation très glamour, presque romantique, qui crée un mythe du hacker rebelle ou justicier, un surdoué quasi omniscient. Et je ne vous cache pas que ça fait vendre. Les scénaristes s'en donnent à cœur joie parce que ce personnage cristallise nos angoisses vis-à-vis d'un monde de plus en plus numérisé et notre envie de défier l'ordre établi. Dans la vraie vie,
Les cyberattaques sont bien moins cinématographiques. On parle de ransomware qui bloque des hôpitaux, de vols de données massifs, de trojans qui siphonnent les informations bancaires. Les hackers ne sont pas toujours ce bandana cool qui agit par idéalisme. Beaucoup d'entre eux bossent pour des organisations criminelles, voire pour des États. L'industrie de la cybersécurité est devenue un secteur énorme qui pèse lourd dans l'économie numérique. Chaque jour, des équipes d'experts tentent de colmater les brèches, de détecter les menaces, et c'est une course sans fin. Les attaques évoluent, se perfectionnent, et les défenses doivent s'adapter en conséquence. Socialement, le hacker reste un symbole ambigu, à la fois objet de fascination et de crainte. Les gens aiment l'idée d'un Robin des Bois moderne qui piraterait un géant de la finance pour redistribuer l'argent volé. Mais dans les faits, quand votre propre ordinateur est verrouillé par un ransomware, vous voyez le hacker d'un autre œil. On retrouve cette dualité dans la pop culture, où on oscille entre l'image du héros informaticien et du dangereux criminel. Il y a aussi l'idée que la cyberattaque est la catastrophe ultime, un effondrement complet du système. C'est un peu le nouveau boogeyman, un monstre caché dans nos câbles Ethernet, qui peut frapper à tout moment. La représentation médiatique pèse sur notre perception. On a tendance à chercher des boucs émissaires ou des héros de pacotille, alors qu'il s'agit d'un sujet complexe. Les hackers et la cybersécurité sont un écosystème avec des chercheurs, des ingénieurs, des organisations internationales, des lois et même un marché noir sur le dark web. Les œuvres de fiction nous offrent un éclairage partiel, souvent amplifié, qui nourrit nos fantasmes. C'est un peu pour ça que la figure du hacker continue de nous fasciner, car elle sert de miroir aux grandes peurs contemporaines, la vulnérabilité des infrastructures, la fuite de nos données et l'impuissance face à un ennemi invisible. Au final, la pop culture a aussi son rôle à jouer pour sensibiliser, mais on ne doit pas se laisser berner par la simplification à outrance. Le hacking n'est pas juste un délire de geek un peu asocial, c'est un secteur économique et politique de premier plan. J'aborde maintenant un point crucial, trop souvent relégué au second plan, l'empreinte écologique de la culture numérique. On a tendance à voir le numérique comme un univers éthéré, où tout est dématérialisé. Mais en réalité, il y a une véritable montagne de serveurs qui fonctionnent jour et nuit dans des data centers. Parfois dans des endroits où on pense que l'électricité est bon marché, où on peut faire facilement refroidir les machines. Chaque clic, chaque streaming, chaque transaction sur la blockchain demande de l'énergie. Quand on regarde la consommation électrique de certains crypto-monnaies ou l'impact du binge-watching, on se rend compte que cette économie virtuelle a un coût très réel pour la planète. On pourrait se demander si la culture numérique peut évoluer vers un modèle durable. Des géants de la tech comme Apple ou Google communiquent sur leurs efforts de transition vers des énergies renouvelables. Certains data centers sont construits dans des zones polaires pour être refroidis naturellement. D'autres se vantent de compenser leur empreinte carbone. Je ne nie pas qu'il y ait des avancées, mais la question demeure. Est-ce suffisant pour contenir la croissance exponentielle de nos usages numériques ? Je vois beaucoup de monde crier au greenwashing, en pointant le rythme effréné de renouvellement des appareils et la production de déchets électroniques. On veut tous le dernier smartphone, on collectionne les gadgets connectés et on ne se demande pas toujours ce qu'il advient de nos vieux appareils. D'un point de vue purement social et psychologique, on se heurte à un dilemme. On adore les nouveautés, on se sent un peu forcé d'être à la page, mais on sait que ça implique des sacrifices environnementaux. La culture numérique est partout, et il est parfois difficile de tout remettre en question. Les gens veulent de la performance, de la vitesse, du stockage illimité, et peu sont prêts à sacrifier le confort d'un streaming 4K pour réduire l'empreinte carbone. C'est le grand écart entre le désir d'innovation et la prise de conscience écolo. On nous dit que la high-tech va nous sauver grâce à des solutions intelligentes de gestion de l'énergie, mais si on pèse le pour et le contre, on s'aperçoit souvent que la consommation reste énorme. La question se pose alors, peut-on espérer une culture numérique éthique et respectueuse de l'environnement, ou est-ce qu'on court après une utopie ? Certains pensent qu'il faut décroître, cesser la course à l'innovation, réutiliser plus longtemps nos terminaux, ralentir le flux de production. D'autres estiment qu'on peut résoudre les problèmes grâce au progrès même de la technologie, comme l'IA qui optimiserait tout. Peut-être qu'on oscille entre ces deux visions, sans vraiment savoir où se situer. Pour ma part, je crois que la sobriété numérique mériterait qu'on s'y attarde davantage, même si ça implique de revoir nos habitudes de consommation, ce qui n'est jamais simple. On aura beau éteindre la lumière de nos bureaux, si nos data centers tournent à plein régime, ça ressemblera toujours à un emplâtre sur une jambe de bois. En résumé,
On vit à une époque où la technologie nous éblouit en même temps qu'elle nous rend nerveux. Le CES 2025 illustre cette soif d'innovation avec ses robots émotionnels et ses écosystèmes connectés qui brouillent la frontière entre l'humain et la machine. Le big data et la vie privée soulèvent la question de la surveillance consentie. Et je me demande si on va finir par trouver tout ça normal de se faire scanner à chaque instant. La culture pop, elle, dépeint le hacker en héros ou en anti-héros, ce qui n'est qu'un reflet déformé de la réalité complexe et de la cybersécurité. Et l'environnement dans tout ça paye la facture énergétique de nos rêves numériques. Mon souhait, c'est qu'on essaie de réfléchir à l'équilibre entre progrès technologique et responsabilité collective. Où place-t-on le curseur de l'avancée fulgurante de la tech et la préservation de nos libertés, de nos intimités et de nos ressources naturelles? J'aimerais beaucoup connaître vos avis à ces sujets, parce que c'est une conversation qui doit être menée à plusieurs. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à Cappuccino et Croissant sur votre plateforme d'écoute favorite, à noter l'épisode et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. Et si vous voulez en savoir plus sur mon univers, direction capcroissantmedia.com. Vous y trouverez la boutique de goodies ainsi que mes livres, notamment Niomar.exe, Installation, qui, je trouve, va parfaitement avec le sujet de l'épisode. Il introduit un monde dystopique sur lequel je travaille pour une future trilogie. J'en profite pour vous signaler la sortie le 5 février aussi de mon nouveau livre À travers ses yeux, où j'explore les dérives de l'obsession et de la culture de la célébrité. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous me direz si ce monde fictionnel n'a pas quelques ressemblances inquiétantes avec notre réalité actuelle. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos données. Allez, salut!